J'aimerais commencer, si vous me permettez, dédier ce texte libre à Stefan Zweig. Donc, zum lebendigen Gedenken Stefan Zweig durch den Tod. L'engouement autour de la personne, mais surtout de l'œuvre du poète de l'Empire des Habsbourg, Stefan Zweig, gagne un intérêt depuis les 4 ou 5 dernières années. Le fait que son œuvre, maintenant entrée au domaine public suite au 70e anniversaire de son décès, ne peut être passé sous silence. Toutefois, il existe une frange chez les lecteurs de Zweig qui se fait persistante à nuancer la part de ce dernier, tant par sa littérature que par ses actes, sur ses prises de position personnelles et politiques, envers le mouvement pacifiste, et ce, dès le début de la Première Guerre mondiale, mouvement pacifiste qui dura tout au long de sa vie. L'enthousiasme que put afficher un Stefan Zweig dès le début de la guerre en 1914, un emballement qui, disons-le, n'a duré que quelques jours, peut paraître tout à fait justifié à l'époque pour un homme de 35 ans, et ne reflète en sorte que la force de la vague nationaliste qui frappa tous les pays de l'Empire habsbourgeois. Zweig ira même jusqu'à qualifier ce mouvement comme étant une force d'une certaine beauté et avec un certain sens de l'esthétisme. L'auteur autrichien démontre une attitude positive au départ de la guerre, comme le note le grand écrivain Arthur Schnitzler dans son journal, en date du 7 septembre 1914. Après-midi passé avec Stefan Zweig et Richard Rosenbaum, qui était le directeur du Burgtheater, Zweig a déclaré que s'il était allemand, il se serait engagé volontairement. Fin de la citation. Sans s'en cacher lui-même lorsqu'il rédige ses mémoires d'un Européen, Zweig note « Je dois à la vérité d'avouer que dans cette première levée de masse, il y avait quelque chose de grandiose, d'entraînant et même de séduisant, à quoi il était difficile de se soustraire. » Fin de la citation. C'est d'abord cette première montée d'enthousiasme que lorsqu'on s'y arrête et s'y attarde trop longuement vient en quelque sorte nuancer ou ternir l'authenticité de son apport politique, l'authenticité de son attachement au pacifisme. Ce en quoi mon analyse ici s'inscrit totalement contre. La présentation comporte alors 3 tableaux suivant un filon d'abord historique, où dans la première partie, je replace Stefan Zweig dans son temps, à l'époque de sa jeunesse, de ses influences, ce qui caractérisait alors sa carrière pré-littéraire. Le deuxième tableau est celui de sa vie littéraire active, où le jeune homme qu'il était prend de plus en plus de place sur la scène littéraire, tant viennoise, autrichienne, européenne que mondiale, et surtout germanophone. À l'aide de ses traductions, notamment du français vers l'allemand, Stefan Zweig joue le rôle d'un certain intermédiaire interculturel en Europe. Le dernier tableau sera celui de son exil, celui du retrait de la vie sociale qui mena à sa fin tragique par suicide au Brésil en 1942. Ma lecture politique se base d'une part sur son œuvre, que ce soit par le thème de ses nouvelles ou de son théâtre, par les caractéristiques de ses personnages, de leurs mots, mais aussi par l'homme en chair et en os et de sa vie en soi. Je m'intéresse à la vie de Zweig tout comme à son œuvre, tout en étant moi-même influencé et guidé par les sages mots d'un grand littéraire espagnol, Miguel de Unamuno, qui écrivit en 1912, et je cite, « Dans la plupart des histoires de la philosophie que je connais, on nous présente les systèmes comme s'engendrant les uns dans les autres, et leurs auteurs, les philosophes, n'apparaissent guère que comme de simples prétextes. La biographie intime des philosophes, des hommes qui ont passé leur vie à philosopher, n'occupe qu'une place secondaire. Et c'est justement cette biographie intime qui nous explique le plus de choses. » Fin de la citation. Ainsi, c'est par une sociologie de l'individu que j'en viens à pouvoir soliloquer sur ce que je vois en Zweig quant à la manière qu'il a à nous proposer implicitement sa façon à lui de repenser la politique. La première période de la vie littéraire et artistique de Zweig en est une de formation. Après avoir complété sa thèse en philosophie sur Hippolyte Taine, Zweig n'a qu'une chose en tête et il se tourne vers l'écriture lyrique. Des 15 premières années du 20e siècle, Zweig ne publie en somme que des nouvelles plutôt légères, des histoires d'amour, de courtes nouvelles romantiques, 2 recueils de poèmes et 2 pièces de théâtre. En plus de s'initier lentement aux différents cercles littéraires européens. Il tisse des liens avec des artistes établis dans d'autres pays, notamment en Belgique avec Émile Verhaeren, le grand poète belge. Il traduit en allemand d'abord Baudelaire, puis Verlaine et Rimbaud. L'ascension vers une liberté littéraire va de mise avec une renommée pour Zweig. Avant de pouvoir se prononcer et s'exprimer publiquement sur un sujet politique, l'auteur ne se l'est jamais permis avant d'être finalement quelqu'un, c'est-à-dire avoir une certaine reconnaissance. Mais c'est aussi toute la contradiction de Zweig que de nécessiter une certaine renommée avant de se prononcer publiquement, lui qui, à la fin de sa vie, écrivit qu'il regrettait toujours d'avoir apposé son nom à son œuvre, ce qui, selon lui a enlevé une certaine liberté. En effet, Zweig n'exprimant pas ou presque jamais sa pensée politique sur la place publique, mais on peut la voir, la comprendre, tant dans son œuvre que dans ses longues correspondances avec les autres littéraires de l'époque, et ce partout dans l'Europe. De ceux-ci, notons d'abord l'échange épistolaire qu'il a entretenu avec nul autre que le pacifiste reconnu et célébré, le français Romain Rolland. L'imaginaire littéraire de Stefan Zweig tourne autour d'un mythe, celui de la tour de Babel. C'est ce mythe qui le fascina sa vie durant.
Il en fit même le thème de ses conférences, éventuellement dans les années 40, lors de son exil. Dans une lettre de 1914 à Alphonse Petzold, poète autrichien, Zweig rappelle « La guerre est la chose la plus épouvantable et la plus cruelle du monde. Nous n'avons pas le droit de la combattre, mais nous ne devons pas non plus la célébrer. Nous qui haïssons la haine et n'aimons que l'amour. » Cette tour de Babel, il la voit dans Vienne, dans la Vienne d'hier. Celle qui a vu les peuples de toute l'Europe centrale s'y amasser et s'instaurer comme la grande capitale d'un grand empire. Vienne comme le forum des cultures, où règnent non pas les Habsbourg, mais l'amour viennois pour le multiculturalisme qui se traduit dans la tradition et la conservation de la plus haute et distinguée forme d'art, la musique. Selon la typologie culturelle quant aux Juifs de l'Europe autrichienne définie notamment par Rosenblit, Operzog et Karl Czarski, qui est décédé cette semaine, sympathie, Zweig fait partie de cette bourgeoisie juive assimilée à l'Empire habsbourgeois et à l'empereur. Son père, Moritz Zweig, fut un temps considéré comme une des plus riches fortunes de l'Empire, et le jeune Stefan Zweig, alors qu'il termine ses études et débute avec ses écrits littéraires et poétiques, refuse de continuer dans la voie paternelle de l'industrie du textile. Il choisit les lettres. Afin de mieux comprendre l'influence philosophique et pacifique de Stefan Zweig, il reste judicieux de passer tout d'abord par l'héritage du cercle viennois, c'est-à-dire par la baronne Bertha von Stuttner, qui est elle aussi issue de la haute bourgeoisie austro-hongroise et qui fut récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1904. Celle qui a écrit Die Waffen nieder, à bas les armes, en 1889, mourut une semaine jour pour jour avant les événements de Sarajevo, et c'est notamment à Stefan Zweig que l'on pensa lors d'une conférence en Suisse en 1917 pour honorer sa mémoire. Contrairement à lui, von Suttner ne connaîtra pas la guerre de 14. Cette dernière vécut celle de 1866 qui opposa notamment la France et l'Autriche, l'Allemagne. Alors que Zweig, âgé de 33 ans à la déclaration de guerre, cet assassinat de l'archiduc autrichien sera synonyme d'enrôlement volontaire dès 1915 au service d'archives de la guerre. Pourquoi remonter à von Suttner pour évoquer la vision politique de Zweig? Parce que comme le note lui-même Zweig dans son essai autobiographique Le Mondial, la grande et généreuse Cassandre de notre temps, Bertha von Suttner, l'avait supplié et l'avait tourmenté quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, en lui demandant alors en hystérie de voir clair de ce qui se passait et de prévenir les autres. Si pour Zweig, von Suttner et Cassandre, lui pendant la guerre, travaillent avec acharnement et publie en 1918 sa pièce de théâtre Jérémie, le prophète qui annonça la chute de Jérusalem. Zweig, il faut se rappeler, n'a toujours rêvé qu'une chose, bien avant sa carrière littéraire de novelliste ou de poète, c'était de voir ses pièces de théâtre jouer au Burgtheater de Vienne. C'est d'abord dans son œuvre théâtrale que Zweig se permet de créer pleinement et de s'exprimer politiquement. Il déclare à Schnitzler dans une lettre de 1916 « Depuis bientôt 2 ans, je ne suis plus qu'une sorte de diurniste. Je n'ai pas eu en 2 ans 8 jours à moi. Là-dessus est arrivé les 8 derniers mois un gros travail que je fais avancer en serrant les dents, avec dans le dos la peur de ne pas pouvoir le terminer, et au ventre, l'angoisse que mes forces ne soient brisées à résister intérieurement contre cette époque. C'est à la vérité mon premier véritable travail, le premier qu'au fond de moi je reconnaisse tout à fait parce qu'il a tellement dépassé la mesure de ce que je voulais, parce qu'il a résolu en m'en délivrant tous les problèmes intérieurs de notre temps et de mon expérience personnelle. C'est au cours des 8 derniers mois la conversation la plus intime que j'ai pu avoir, mieux qu'avec aucun autre être humain. » L'imaginaire politique de Zweig, c'est celui de l'Europe, mais pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est de cette Europe que lui, déjà au début du 20e siècle, voyait comme le carrefour des échanges interculturels. Son rôle en tant qu'agent littéraire européen, comme l'appuie notamment Biruta Cap sur un article de 1973, passe inévitablement par la traduction. Lui-même polyglotte, gracieuseté de son éducation, de ses parents qui étaient italiens et allemands et d'origine tchèque. L'utilisation du moyen de la traduction et du langage semble être la base de son idéal, de sa vision des relations entre les hommes. Non pas qu'il ait souhaité que tous parlent la même langue, je crois plutôt que Zweig, au-delà de son amour de la camaraderie, de la fraternité mondiale, trouva une esthétique et un idéal dans ce que chaque peuple, chaque individu, chaque lieu soit porteur d'une idée, d'une particularité qui le rendent plus beaux à ses yeux. Vivre dans ce monde signifie pour lui vivre aussi à la manière d'eux, et cette volonté d'assimilation, de faire comme, ne peut être étrangère à son identité juive assimilée, particulièrement à Vienne. Cette conception du monde, celle d'amour, de paix, de compréhension, de tolérance, est caractéristique de ce qu'il écrit. Lorsqu'il se donne à son œuvre, c'est par le choix de celle-ci que l'on peut mieux comprendre l'idée derrière l'homme. Son traducteur francophone, Alzire Ella, nota déjà dans la préface de l'édition de ses correspondances posthumes que Zweig se voyait lui-même dans les 3 personnages à qui il dévoua une biographie.
les plus grandes biographies de Zweig étant celle d'Erasme de Rotterdam, celle de Sébastien Castillon et de Jérémie. C'est Stefan Zweig qui représenta notamment l'Allemagne et l'Autriche, donc la partie germanophone, alors que des dignitaires de plusieurs pays européens furent invités en URSS pour célébrer le 100e anniversaire de Tolstoï, une autre figure du pacifisme qui influença aussi la vie de Stefan Zweig. Son modèle est d'abord et avant tout une manière de vivre, une manière individuelle de pouvoir vivre dans la société en quête de liberté. Ses conversations politiques intimes, Zweig les entretient de coutume qu'avec lui-même. Son moyen d'expression, la littérature, la façon de procéder de Zweig est particulière. À la fin de la guerre, le poète autrichien, qui s'est lié d'amitié avec la plupart des noms éminents de l'époque, ne peut qu'être désolé et tourmenté par la pression sociale et la politique qui en découle. Il prend pour modèle Tolstoï, qu'il chérit et idolâtre pour son apostolat et son prosélytisme envers la paix et la non-violence. On voit dans ses lettres notamment à quel point il ressent le poids du monde sur ses épaules et sur celles de ses amis, aussi intellectuels. Dans la vie privée, il propose des associations d'hommes, de lettres, représentant chaque pays afin de ramener la paix entre les peuples, de guider les masses à nouveau vers l'amour fraternel, alors qu'en public, il est complètement vidé de toute inspiration et ne peut plus écrire. Il se tourne vers un tout autre style d'écriture, la biographie et la miniature historique. Son monde, celui d'hier, celui de l'empereur autrichien, le père de l'Autriche, celui qui avait garanti la liberté et l'égalité des droits pour tous les Juifs de Vienne et de l'Empire, dont sa famille put bénéficier, celui de sa langue, qui est l'allemand, celui de sa religion. Tout ce monde-là s'est effondré et pour Zweig, la période de l'entre-deux-guerres est très contradictoire, mais c'est sa période de réveil brutal, là qu'il réalise la mort de son monde, mais c'est aussi la période qui le consacrera en tant qu'auteur. Dès 1919, Zweig continue ce dialogue intérieur, ce dialogue fondamentalement politique, en écrivant des biographies et des miniatures historiques, notamment publiées dans les feuilletons du Neue Freie Presse à Vienne, qui est dirigé par Theodor Herzl, pour l'anecdote. Il continue ce dialogue puisque chaque choix de personnage et de biographie, comme il explique dans sa lettre précédemment citée à Schnitzler, est sa façon de se délivrer de ses problèmes intérieurs, qui sont d'abord une influence du monde extérieur. Zweig, le messager interculturel, se fait l'auteur biographique des gens qu'il trouve grands, des grands artistes, des grands hommes. Ce sera d'abord Émile Ferraren en 1917, ensuite Marceline Desbordes-Valmore, Romain Rolland, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Dostoïevski, Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Casanova, Stendhal, Tolstoï et Freud. Une publication en 2015 de Verlaine qui vient de sortir, si ça vous intéresse. Schnitzler lui écrit dans ses lettres qu'il trouve admirable sa façon d'écrire, que par la biographie, il est en mesure d'exprimer un tout nouveau genre littéraire dont lui seul peut avoir avec succès. C'est donc dans ses choix de biographie qu'il se permet de s'exprimer publiquement. Bien qu'il soit aujourd'hui connu surtout pour ses derniers travaux et ses nouvelles plutôt courtes, c'est-à-dire Le joueur d'échecs ou encore son essai autobiographique Le monde d'hier, c'est pendant les deux guerres mondiales que Zweig écrit ses œuvres les plus importantes. Je vous ai dit plutôt qu'il avait écrit Jérémie pendant la Première Guerre mondiale. Erasme sortira en Autriche juste avant l'Anschluss et l'annexion autrichienne, qui est à l'Allemagne. Par ces deux occasions, Zweig parvient à extérioriser ses angoisses, son incapacité de vivre par l'expression littéraire. Dans sa correspondance avec Schnitzler toujours, de qui il est très proche et avec qui il entretient une admiration encore juvénile, alors qu'il est âgé de 40 ans, Zweig lui dévoile davantage son état d'âme, qu'il ne fera pas ou ne l'a jamais fait publiquement. Ne craignez pas que j'apporte chez vous une humeur trop sombre. Cette œuvre, qui est née en vérité de la colère et de la peine, m'apporte aujourd'hui l'affection de l'élite, me prouve combien était nécessaire cette amertume qui m'est longtemps apparue comme un désordre vide de sens. Fin de la traduction. Son traducteur français, qu'il connaissait personnellement, note lui-même la profondeur et les attitudes qu'avait Zweig d'utiliser l'association pour pouvoir diffuser et exprimer une opinion. Association avec les autres âmes européennes. En se rapprochant des vivants, comme Ferraren et Rolland, ou des morts, comme Erasme, Tolstoï ou Nietzsche, Zweig se dévoile un peu. Il restera toujours pour moi un écrivain du politique, puisqu'au final, l'important, c'est la création artistique. C'est dans sa conception d'un monde libre, où l'esprit artistique de création est le modèle, la communication entre les peuples passant d'abord par un échange intellectuel, que ce soit les littéraires, les philosophes, les peintres ou les sculpteurs. Zweig travaille sa vie durant à créer une œuvre dont il sait qu'elle sera à l'image de ses pensées. Il rêve de retrouver une langue commune en Europe, ou du moins que les gens puissent se comprendre. Il est lui-même européen avant son temps. Il rêve de continuer la construction de la tour de Babel, dans l'harmonie, la fraternité et la liberté. Son identité est supranationale, bien que dans ses œuvres de jeunesse, le théâtre de l'action soit toujours Vienne, l'Autriche ou encore l'Europe.
On comprend la vision politique de Zweig par l'importance qu'il accorde au lieu. Pour lui, les contentieux politiques de la vie quotidienne et du peuple, même s'il a une vision plutôt aristocratique, ne doit pas dépasser le seuil de la politique quotidienne. La plupart des écrivains et penseurs de l'époque, que ce soit chez Hannah Arendt, Siegfried Kracauer notamment, la démocratisation et la massification restent un élément qui est venu ébranler les conceptions politiques des années 20 et les années 10. Aristocratique sans doute, mais fondamentalement humaniste et pacifiste. C'est comme cela que l'idéal politique de Zweig se retrouve dans sa vie personnelle et dans son œuvre, même s'il n'osa jamais publier une opinion publiquement. Je terminerai en parlant de liberté. C'est lui qui s'est donné la mort par suicide, si vous me permettez de faire comme lui en prenant l'homme comme objet d'analyse, ne vivait plus, selon lui, en liberté depuis l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Juif et germanophone, cette annexion l'a dépossédé de toute son identité, lui laissant la voie ouverte à ce qu'il puisse errer aux quatre coins du monde, tel que le voudrait sa conception de l'homme libre européen. Mais sans port d'attache véritable, puisque Vienne n'était plus possible pour lui, il sombra. Son œuvre en est une qui est davantage celle du désespoir, de la tristesse et des rêves brisés. Son imaginaire littéraire ne fonctionne que lorsqu'il est grandement tourmenté, et on peut le voir dans la lecture. Je terminerai en vous citant les derniers mots qui démontrent la manière remarquable et le genre de personne qu'il pouvait être derrière cette œuvre colossale et tourmentée. Maintenant que le monde de mon langage a disparu, pour moi, et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps et la tête haute à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle, le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient. Je pars avant eux. Merci. Il y a un aspect que je trouvais très intéressant dont tu as parlé un peu à travers toute ta présentation et sur lequel je voudrais revenir. Tu as parlé de la traduction. Ouais. Tu disais au début qu'avant même de commencer à écrire, Zweig devait s'établir une espèce de reconnaissance qui passait justement par la traduction de d'autres écrivains, de d'autres auteurs, donc par le truchement de cette langue-là de l'autre. Puis qu'aussi, son opinion s'exprimait surtout lorsqu'il produisait des biographies ou des miniatures historiques. Et je me demandais pourquoi cette nécessité-là de passer par l'autre toujours pour pouvoir s'exprimer. Quelles étaient un peu les implications dans son œuvre? Est-ce que dans des textes qui publiaient de son nom à lui, il n'y avait pas véritablement cette prise de position qui était de l'avant, en fait? Je réponds ce que oui. Ma réponse personnelle, puis après, je vous dirai. En fait, je vais commencer comme ça. Je vous dirai qu'il y a une psychologue française qui a publié, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans, une biographie de Zweig qui fait un peu honte, je dirais, aux études qui sont faites sur lui. Dans le fond, elle le traite comme un patient, puis okay. C'est parce qu'il est fondamentalement dépressif qu'il a commis un suicide, et sa vie étant le témoignage. Moi, je dirais plutôt que c'est lié avec la relation, on le voit ça dans les études autrichiennes qui portent là-dessus, c'est sa relation avec son père, la relation avec l'État et sa langue, sa religion, qui font en sorte qu'il a toujours eu, autant dans son œuvre, très peu de confiance en lui. Il écrit, je vous dirais, il est né en 1881. Dans ces années-là, à 17-18 ans, il termine le collège. Il y a Hugo Hofmannsthal, qui est une star à Vienne, qui a le même âge environ. Donc déjà, dès de son jeune âge, il va toujours se sentir inférieur, notamment face à Hofmannsthal, qu'il connaissait, qui fréquentait les cafés avec lui. Ensuite, il rencontre Theodor Herzl dès 1901, qui va l'aider à pouvoir publier dans le journal. C'est là qu'il va vraiment atteindre, disons, l'amour paternel pour son travail, parce que son père, on doit le rappeler, il travaille dans l'industrie du textile, c'est la 5e plus grande fortune d'Autriche-Hongrie en 1905. Et pour lui, c'est simple, son fils doit prendre la compagnie, tandis que Zweig choisit la poésie. C'est un peu dur comme parcours. Et puis, c'est quand même une vision aristocratique, on doit se le dire. Jamais il va se mêler avec aucun parti. Il va se lier d'amitié avec des grands pacifistes qui sont beaucoup plus activistes que lui, notamment Romain Rolland, Henri Guilbeault en France aussi, c'est une autre histoire, mais il va se lier avec eux et par la correspondance qu'il va entretenir avec eux, il va être capable, je vous dirais, d'être le ghostwriter derrière ces gens-là, parce que lui, Stefan Zweig, ne pourrait jamais tenir un propos public. Il ne va jamais se donner, jamais avoir la prétention de... C'est pour ça aussi que
à la fin de sa vie, dans une autobiographie, il va toujours avoir regretté d'avoir mis son nom à son œuvre, parce qu'il s'est dit qu'à un certain moment, ça va le brimer de pouvoir soit vivre dans le quotidien, un peu comme aujourd'hui les gens connus vont avoir une difficulté, mais c'est surtout parce que les gens ils vont lui demander, vous, M. Zweig, qu'en avez-vous à dire? Et Monsieur Zweig, Stefan Zweig est quelqu'un qui, d'abord, ne veut pas trop se mêler avec la politique. Il ne veut pas s'en mêler devant le public, mais dans sa vie intérieure, on voit à quel point ça le tourmente et à quel point ça va influencer toute sa vie. Donc, ce serait la réponse que j'ai. Puis, sincèrement, par le choix des biographies, c'est quelqu'un de démocratique, mais pas dans le sens qui va se lier d'amitié avec tous les gens du peuple. Il va rester une certaine vision aristocratique. Donc, il va avoir toujours les événements comme élément central. Ces miniatures historiques, ce sont des moments, les grands moments grandioses de l'histoire. Le sous-titre de son œuvre, c'est die Sternstunde der Menschheit, ça veut dire comme les heures étoilées de l'humanité. C'est les grands moments de l'homme. Donc, il va s'intéresser aux grands moments de l'homme et aux grands hommes. Il ne va pas faire, à la différence de Krakauer, écrire des feuilletons, écrire des petits journaux sur la manière de vivre des gens dans la rue, des petites madames caissières qui vont au cinéma, par exemple. Zweig va s'intéresser aux vrais hommes. Les vrais hommes, pour lui, ce sont les gens qui découvrent l'Amérique. C'est la personne qui fait le premier vol par-dessus l'Atlantique. Donc, par cette démonstration-là, je pense qu'il va travailler beaucoup en association. Donc, non seulement un besoin d'aller vers l'autre, mais vers un autre qui est déjà... qui a déjà cette reconnaissance-là, voilà, qui l'a déjà acquise par le passé, par le bêtisme. J'aimerais te poser une question. Donc, une question plus difficile, si tu veux répondre à ça, une autre plus facile. Donc, tu évoques une belle période dans l'histoire de l'Europe. Donc, voilà, ces rassemblements d'écrivains qui rêvaient d'une belle Europe, celle des intellectuels des intellectuels pacifistes, une époque humaniste. Tu nous as parlé de cette rencontre à Moscou, je pense, avec, autour de Tolstoï, ou de toute façon des gens qui font partie de ce courant humaniste. Et voilà, tout d'un coup, donc, la plupart d'entre eux sont déçus par ce qui se passe par la suite. Il y a un philosophe, Sloterdijk, qui parle de la fin de l'humanisme, donc de cette époque justement où ces rencontres étaient possibles, et tout ce qui se passe par la suite relève d'une autre dimension, mais pas justement de cette rencontre des intellectuels humanistes. Et donc voilà, quelle était l'Europe rêvée par Zweig, par Stefan Zweig? Et la question plus facile, c'est pourquoi toi, personnellement, tu as choisi cette figure, Stefan Zweig? Quelle est ta motivation personnelle pour avoir choisi ce personnage? Okay, merci pour la question. En fait, je vous dirais, l'Europe telle que vue par Stefan Zweig, moi je la vois davantage, pour être plus simple et concret, c'est dans sa correspondance et par les gens avec qui il correspond. Zweig, c'est quelqu'un qui a écrit environ, je vous dirais, 120 titres, que ce soit des nouvelles, pièces de théâtre, recueils de poèmes. Et sa correspondance, il y a environ 100 personnes avec qui il entretenait des correspondances quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Et je veux dire, il parlait 5 ou 6 langues. Donc, il écrivait toujours dans la langue de son interlocuteur. Puis, c'est cette image-là. Moi, c'est l'image de la Tour de Babel, il en a parlé lui-même. C'est d'un monde où la création artistique, notamment musicale pour lui, en étant jeune, en vieillissant, c'est la poésie. Mais c'est un monde où les grands intellectuels vont se rencontrer et c'est par eux que va se passer l'idéal politique dans la mesure où, par leur création et par leur, je dirais pas leur rejet de la politique, mais par leur élévation, c'est une vision un petit peu platonicienne du politique, par ce retrait, on dirait, de la vie du peuple, ils vont montrer l'exemple. Donc, l'exemple politique, après la Première Guerre mondiale, il va écrire à Romain Rolland, notamment, qu'il y a des contacts en Russie, que ce soit avec Maxime Gorky, qu'il y a des contacts en Belgique, en Angleterre, en Italie, et tous attendent une réponse. Donc, il leur dit, écrivez, faites-le. Donc, lui, il va faire vraiment le rôle d'intermédiaire. Puis, sa conception d'un nouveau monde, c'est un monde où la politique ne vient pas contraindre les gens. Il va pas venir, c'est pas restrictif. C'est les gens vont avoir une liberté, et l'essentiel, c'est d'avoir cette liberté créative. Il a écrit un essai formidable sur le mystère de la création artistique. Puis il explique dans cet essai-là justement à quel point la beauté et
la beauté du moment où on a l'inspiration, où on a justement ce désir de créer là, comment c'est l'étincelle qui devrait guider le monde, en fait. Et le pourquoi j'étudie Stefan Zweig, si vous me permettez, encore une fois, d'être très honnête, j'en ai aucune idée. Je dirais que c'est par erreur. Je lisais... on va être très franc. Oui, je parle allemand, mais je lisais la littérature française comme un peu tout le monde. Je suis étudiant en sciences politiques à la base et en sociologie, donc j'ai dû faire un peu volte-face avec mes directeurs de recherche qui étaient plus ou moins d'accord, plus ou moins chaud à l'idée. Donc, ouais, je lisais la littérature française. Je suis tombé sur une œuvre de Stefan Zweig qui est Le Monde d'hier, qui était son dernier livre. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le point de vue politique, c'est de voir, je vous dirais, la pureté de cette pensée-là, la pureté de cet homme-là, et qui est totalement ignoré aujourd'hui. Je veux dire, autant en littérature en Allemagne, j'ai des collègues en Autriche aujourd'hui qui ne lisent que très peu. Stefan Zweig est encore inconnu. En Allemagne, il fait pas partie du groupe. Donc, c'est un peu comme par tristesse. Et puis, je me suis senti interpellé par Stefan Zweig. Puis, c'est quand même drôle parce que cet homme-là était interpellé par tant d'autres hommes. Donc, je me suis dit que je sais pas si c'est bien ou mal, mais il est venu me chercher, en fait. Je suis désolé, c'est tout. Première partie de cette question que j'ai, en tout cas, j'aimerais savoir quelle est votre opinion. Pas seulement qu'il était romantique, mais en effet, c'était quelqu'un dont le papa avait une des plus grandes fortunes de l'Empire. La 5e, vous avez dit, je sais pas quoi. Donc, une partie de ses complexes, ça venait aussi de là, parce qu'il ne se voulait pas l'héritier d'un empire financier ou d'un empire, etc. Mais en même temps, est-ce que cet idéal de l'Europe qu'il avait, c'est une république de lettres, hein, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas une utopie, premièrement? Deuxièmement, justement, c'est Herzl qui l'encourage à publier en tant que journaliste. Il publie donc dans ce journal de Herzl, mais Herzl, on sait très bien, c'est l'idéologue le plus important du sionisme. Lui étant juif, est-ce que cette idée du sionisme l'attire ou bien est-ce qu'il la met de côté? À mon avis, c'est-à-dire, c'est pas à mon avis, c'est connu qu'il n'a jamais émigré en Israël. Hein. Je veux dire, en Palestine, à ce moment-là, c'était pas Israël. Donc, c'est très politique. Est-ce qu'il prend sa distance par rapport à ça? Et puis, troisièmement, tu m'excuseras donc un petit peu cette digression vers le cinéma, puisqu'il y a eu ce film magnifique, je crois qu'il y a eu ce Hôtel Budapest, oui. Qui est basé justement, c'est pas seulement une nouvelle, je crois qu'ils ont combiné 2 nouvelles de lui. On voit aussi, parce que ça se passe entre les 2 guerres, on voit aussi, il y a l'avènement du fascisme, etc. Ça se passe dans une ville imaginaire, bien entendu, hein, mais c'était Budapest, et puis c'est extrêmement cosmopolite, il y a des gens qui viennent de tout le monde, mais c'est très aristocratique en même temps. Donc, le personnage qui était le protagoniste, qui était le owner, le propriétaire, il sauve cet Indien qui vient... Tu as vu le film? Oui, j'ai vu le film. Donc, mais en même temps, donc, cet acte qui est extrêmement humanitaire, qui est extrêmement engagé, etc., mais en même temps, c'est aussi, je trouve, très aristocratique. Donc, ce que je veux dire là, il y a quand même une contradiction, il y a une espèce de tension là. Comment est-ce que tu vois ça? C'est du Zweig, mais c'est du Zweig hollywoodien. Donc, comment est-ce que tu vois ceci? Oui, c'est très hollywoodien. Je vous répondrai, en fait, son père étant un des hommes les plus riches au monde, d'une part, c'est un sacré coup de main si on veut être poète dans la vie. J'en doute aucunement. Le fait est que Zweig, toute sa vie durant, n'a pas vraiment vécu la politique comme les autres individus. C'est-à-dire qu'il fait partie de la haute bourgeoisie juive qui a été assimilée quand les premières vagues d'immigration sont arrivées dès les années 1860. Et c'est la législation, je dirais les décrets royaux du Kaiser autrichien qui a permis justement à sa famille de pouvoir arriver au niveau qui est là. Donc, pour les relations avec Herzl, bien sûr, Herzl a déjà publié l'État d'Israël en 1895, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelqu'un de connu que Zweig connaît par un collègue de classe qui est propriétaire du Neue Freie Presse. Jamais il a voulu se lier au mouvement du sionisme. Par contre, à la fin de sa vie, avoué par écrit que c'est peut-être la personne la plus influente du monde. Donc, tantôt, on parlait des miniatures historiques. À la fin de sa vie, il a réalisé à quel point Herzl était de cette nature-là et il regrettait, dans un certain sens, de peut-être pas avoir aidé l'homme
de l'avoir rejeté, parce qu'en fait, Herzl, dans les cercles bourgeois, juifs, viennois, il n'a pas été bien reçu, parce qu'il venait un peu faire attaquer de front l'État, le père autrichien qui a permis justement à tout le monde de vivre la vie qu'il vivait. Donc pour Zweig, c'est sûr que pour son aspect politique de jeunesse, c'est plutôt les grands bals, les grandes soirées, les répétitions au Beau Théâtre, c'est très, très aristocratique. Donc là-dessus, je vous dirais oui. Et la lecture que Wes Anderson fait dans son film Grand Budapest Hotel, c'est un amas de nouvelles. C'est l'univers de Zweig vu par les Américains, c'est-à-dire d'un côté esthétique, d'un point de vue où, bien sûr, il y a les méchants nazis qui arrivent dans les trains, mais vous avez vu le film aussi? Les effets, les couleurs, je suis pas vraiment d'accord avec le film. Non, parce que je savais que ça allait arriver. Quand j'ai vu qu'il allait y avoir un film fait par un Américain, je suis désolé, j'ai dit... ouais, un petit peu malheureusement, mais je pense que c'est quand même un bon moyen de s'initier à la personne de Stefan Zweig, sauf que on voit, c'est un peu, on se voit là-dedans le genre de vie qu'il pouvait avoir. C'est une vie sans port d'attache, dans les grands hôtels, un peu toujours à gauche et à droite, à fréquenter les grandes familles. Donc on voit au début la dame qui décède, qui lui lègue un grand portrait, mais en fait, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais comme dès sa jeunesse, a vécu un rapport, un lien avec la politique comme étant le moins possible. Je connais pas ça et je fais autre chose. Surtout qu'à l'époque, je vais juste rappeler, en Autriche, on devenait majeur à 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc, avant d'arriver à une certaine maturité politique, d'avoir le droit de vote et de vraiment s'impliquer politiquement, on était déjà rendu un peu vieux et c'est un truc de monsieur à l'époque. Donc, c'est un truc que son père va lire avec attention dans les journaux, tandis que pour eux, les jeunes, ils vont se dédier 100% à la poésie.